Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons évoquer l'élection de Donald Trump et ses conséquences sur la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Le 20 janvier dernier, Donald Trump était investi 47e président des États-Unis suite à sa victoire contre la candidate démocrate Kamala Harris lors des élections présidentielles américaines de 2024. Il faut souligner qu'à ce scrutin, il a non seulement remporté le vote populaire en obtenant plus de voix que son adversaire, mais il a également encore progressé en nombre de voix par rapport à ses précédentes candidatures, passant de 63 millions de voix en 2016 à 74 millions en 2020 et à 77 millions à ce scrutin-ci. Cette progression est l'illustration de l'état de colère et de défiance d'une large couche de la population américaine vis-à-vis de la classe politique traditionnelle des partis démocrates et républicains, dont les politiques menées depuis plusieurs décennies ont conduit à un appauvrissement et un déclassement, notamment dans les anciens bassins industriels formant ce que l'on appelle aujourd'hui la Rust Belt. Ces politiques ont été enclenchées avec vigueur durant les années 80, sous la présidence de Ronald Reagan, avec un programme de réforme néolibérale particulièrement agressif. Réduction massive d'impôts pour les catégories les plus aisées de la population, ainsi que pour les entreprises, abaissement de la taxation sur les profits, les plus-values et les dividendes, attaque contre le droit de grève et plus globalement lutte contre les droits syndicaux, multiplication des traités de libre-échange. Bref, pendant que la bourgeoisie voyait sa richesse progresser de manière exponentielle, la classe ouvrière subissait de plein fouet l'effet des délocalisations et des crises financières. Alors que les salaires réels suivaient plus ou moins la productivité jusque dans les années 80, les dernières décennies ont vu une décorrélation qui a conduit à une stagnation, voire une baisse du niveau de vie de l'immense majorité, tandis que des fortunes indécentes s'amassaient pour la classe exploiteuse. L'alternance entre les gouvernements démocrates et républicains n'y a absolument rien changé, puisque ce sont fondamentalement les mêmes politiques qui ont été mises en œuvre pour les mêmes intérêts. Cela n'a rien d'étonnant dans un système politique où des centaines de millions de dollars sont dépensés durant les campagnes électorales, financées par des grands lobbies et des multinationales qui attendent en retour des politiques conformes à leurs intérêts. En se revendiquant l'adversaire des élites politiques et médiatiques traditionnelles, en dénonçant leur trahison vis-à-vis du peuple américain, le milliardaire Trump a réussi à convaincre une partie importante de la population qu'il était le seul candidat capable de changer l'état de choses actuel. Lorsqu'il s'est lancé en politique, Trump a gagné ses premiers soutiens dans divers mouvements d'extrême droite, dont certains étaient organisés au sein du Parti républicain. Cette droite nationaliste et raciste avait commencé à émerger au début du premier mandat d'Obama. Le mouvement Tea Party, d'inspiration libertarien, conservateur radical et extrémiste religieux, a rapidement gagné en influence par un discours remettant en cause toute intervention de l'État, que cela soit dans le domaine de l'économie, du social ou des mœurs. C'est également durant cette période, notamment par l'intermédiaire d'Internet et des réseaux sociaux, que divers groupuscules, rassemblés sous l'appellation alt-right, gagnaient en visibilité et en audience. Complotisme, suprématisme blanc, antiféminisme, contre les minorités de genre, leurs discours haineux se propageaient non seulement sur la toile, mais aussi désormais dans des médias de masse, comme Fox News, expérience dont s'est largement inspiré Bolloré pour transposer ce type de propagande en France. Avec ses diatribes obsessionnelles sur les soi-disant ravages de l'idéologie woke, Trump a fédéré derrière lui tous ces mouvements. Lors de sa première élection, Trump avait été le premier surpris de son succès, et son mandat s'était déroulé dans une espèce d'improvisation constante. Cette fois-ci, son arrivée au pouvoir a été minutieusement préparée, tant sur le plan du casting pour former un gouvernement et occuper les postes clés des agences fédérales, que sur son programme, dont l'ébauche a été rédigée dans ce que l'on appelle l'agenda 47. Il agira vite et fort, car contrairement à son premier mandat, il dispose en quelque sorte de plein pouvoir, pour peu qu'il soit soutenu par les parlementaires républicains, puisqu'il dispose d'une majorité à la Chambre des représentants, au Sénat et à la Cour suprême. Si ces deux dernières institutions lui resteront acquises, les élections de mi-mandat en 2026 pourraient lui faire perdre la majorité à la Chambre des représentants. Surtout, contrairement à la dernière fois, son accession au pouvoir s'est faite avec le soutien, ou à défaut avec l'absence d'hostilité, de la classe capitaliste. Les plus emblématiques, les puissants patrons des GAFAM, se pressaient à son investiture. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, pas un ne manquait à l'appel, alors que certains d'entre eux s'étaient opposés à lui durant son premier mandat, notamment en le bannissant de leurs réseaux sociaux. Cette fois-ci, par exemple, on a pu voir Mark Zuckerberg assouplir les politiques de régulation des plateformes de Meta à propos des contenus mensongers ou haineux, ou encore Jeff Bezos
donnait directement des consignes à la rédaction du Washington Post afin de ne pas inciter à voter pour Kamala Harris durant la campagne électorale. L'un de ses premiers actes en tant que président a été de gracier l'ensemble des condamnés qui avaient pris part à l'assaut sur le Capitole à la suite de sa défaite à l'élection de 2020. Il est vraiment ironique qu'un président républicain, parti qui a toujours défendu corps et âme les forces de police, se montre si miséricordieux envers des émeutiers qui ont violemment agressé des forces de sécurité ce jour-là. Il est également en train de lancer une véritable chasse aux sorcières, que ce soit au sein du FBI ou de l'appareil judiciaire, envers tous les fonctionnaires ayant pris part, de près ou de loin, aux investigations concernant cet assaut ou ses propres démêlés judiciaires. La lutte contre l'immigration est l'un des marqueurs emblématiques de son action. Si l'objectif d'expulsion de 11 millions d'immigrés clandestins annoncé semble improbable à atteindre, Trump mise sur des mesures et des images chocs afin de gagner la bataille de la communication sur ce thème. Ainsi, dès le jour de son intronisation, il a déclaré l'état d'urgence national à la frontière mexicaine afin de pouvoir mobiliser l'armée. Les images des premiers avions de transport militaire expulsant des centaines de migrants au Mexique ou en Colombie ont été largement diffusées. Afin de contourner les garde-fous qui pourraient limiter ces expulsions, il compte également utiliser une disposition promue durant le Covid permettant l'expulsion immédiate des étrangers pour risques sanitaires. De plus, il a également annoncé prévoir d'aménager la sinistre prison de Guantanamo pour y envoyer 30 000 clandestins. En matière d'éducation, il prévoit de couper le financement d'établissements qui promouvraient les principes DEI pour diversité, équité, inclusion, et souhaite mettre en place des programmes d'éducation patriotique afin d'effacer tout regard critique concernant notamment des épisodes comme l'esclavage ou le génocide amérindien. Il compte également favoriser l'enseignement et la pratique religieuse dans les écoles. Sur la santé, le grand échec de son premier mandat a été son incapacité, faute de consensus au sein des parlementaires de son camp, à abroger la réforme de son prédécesseur, surnommée Obamacare, qui avait permis d'abaisser de 16 à 8,5% le nombre d'Américains non couverts par une assurance maladie. Il a cette fois-ci donné le ton en nommant comme ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., un anti-vaccin notoire qui ne dispose d'aucune qualification dans le domaine médical. De plus, il a également, dès le jour de son investiture, notifié le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Sur la santé, le grand échec de son premier mandat a été son incapacité, faute de consensus au sein des parlementaires de son camp, à abroger la réforme de son prédécesseur, surnommée Obamacare, qui avait permis d'abaisser de 16 à 8,5% le nombre d'Américains non couverts par une assurance maladie. Il a cette fois-ci donné le ton en nommant comme ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., un anti-vaccin notoire qui ne dispose d'aucune qualification dans le domaine médical. De plus, il a également, dès le jour de son investiture, notifié le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'environnement, il a fait plancher sur son programme David Bernhardt et Andrew Wheeler. L'un a activement travaillé dans le lobby du pétrole, l'autre dans celui du charbon. De quoi donner la mesure de ce qui va advenir. Il a d'ores et déjà acté un nouveau retrait des accords de Paris qui, s'il n'avait rien de contraignant, pouvait au moins donner l'impression que la première puissance mondiale en avait quelque chose à faire de la lutte contre le changement climatique. En échange du soutien du lobby pétrolier pour sa campagne, il compte également lever toute restriction à de nouveaux forages, y compris dans des zones protégées. L'un de ses chantiers les plus attendus est la création d'un département de l'efficacité gouvernementale, sorte de ministère chargé de couper dans les dépenses publiques, en supprimant massivement des programmes fédéraux et en licenciant un grand nombre de fonctionnaires. À sa tête, Elon Musk a annoncé un objectif de 1000 milliards de dollars d'économie sur un budget actuel estimé à 6500 milliards. Pour ce faire, il a indiqué vouloir prendre exemple sur la politique du président libertarien argentin Javier Milei. Les mesures économiques les plus discutées de Donald Trump sont sans doute ses mesures protectionnistes, par l'imposition de taxes douanières sur les importations étrangères. S'il applique naturellement cette pratique vis-à-vis de la Chine, dont il veut réduire l'expansion, il adopte également la même attitude vis-à-vis des partenaires historiques des États-Unis, que cela soit avec l'Union européenne ou même avec le Mexique et le Canada, pays partageant pourtant la même zone de libre-échange, ACEUM, successeur de l'ALENA. Il faut dire que cette attitude constitue pour lui un levier de négociation dont il espère obtenir des concessions, que cela soit sur le plan politique ou économique. Ainsi,
La plupart des tarifs douaniers qu'il avait promulgués durant son premier mandat avaient par la suite été retirés à la suite d'accords passés avec les États concernés. Il en est de même pour ce deuxième mandat, puisque Trump n'a pas traîné pour annoncer des taxes de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines et de 10% sur celles provenant de Chine. Si ces trois pays ont immédiatement répliqué par des mesures similaires à l'encontre des États-Unis, le Canada et le Mexique, dont l'économie dépend beaucoup de leurs relations commerciales vis-à-vis de leurs voisins, ont également immédiatement entamé des pourparlers afin de régler la situation. Et d'après les premières annonces, il semblerait que Trump revienne sur sa décision en échange d'un renforcement de la présence et des contrôles policiers à la frontière américaine. Cette dépendance de ses voisins vis-à-vis des États-Unis devrait encore s'accentuer sous le mandat de Trump. S'il tranche avec la politique étrangère interventionniste de ses prédécesseurs, il est un fervent partisan de la doctrine Monroe, stipulant que l'oncle Sam s'octroie le droit de régler, selon leur bon vouloir, toute potentielle crise ou conflit surgissant sur le continent américain. Et il montre déjà les muscles en revendiquant, avant même sa prise de fonction, le rattachement du Canada, du canal de Panama et du Groenland. Là encore, le comportement de Trump n'est pas celui habituel d'un diplomate, mais plus celui d'un businessman entamant un bras de fer. S'il expose ainsi des positions maximalistes, il espère sans aucun doute obtenir des contreparties en échange du renoncement à ses velléités d'annexion. Du Canada, encore plus d'avantages commerciaux, ainsi qu'un renforcement accru des contrôles aux frontières. Du Panama, des avantages commerciaux concernant les tarifs pour transiter par un canal très largement emprunté par les entreprises américaines. Et enfin, du Groenland, des facilités militaires, par exemple l'implantation d'une nouvelle base militaire ou le contrôle de son espace aérien, ou économiques, comme des droits d'exploitation sur les gisements de minerais et d'énergie fossile. La pression exercée sur le continent latino-américain devrait également être accrue. On a vu celle qu'il a déjà exercée sur la Colombie. Les 2 avions militaires chargés de migrants que le pays ne voulait pas recevoir ont finalement été accueillis suite à la menace de Trump de couper toute relation commerciale. En effet, la plupart des économies du continent sont dans une très forte dépendance vis-à-vis des États-Unis, et Trump va mettre la pression pour l'accroître un maximum. Il va également remettre la pression sur tous les pays qui résistent à l'hégémonie américaine dans la région, au premier rang desquels le Venezuela, Cuba et le Nicaragua, contre qui il pourrait prendre de nouvelles sanctions afin de déstabiliser leur régime en place. Si la lutte contre l'expansionnisme chinois est l'une des priorités de Trump, il ne s'agit pas là d'une rupture avec la politique de son prédécesseur. En effet, Joe Biden avait poursuivi la guerre commerciale entamée par Trump, que cela soit en tarifs douaniers ou en restrictions concernant l'implantation des entreprises chinoises sur le sol américain. L'illustration emblématique est celle du réseau social TikTok, accusé par l'administration américaine de menacer la sécurité des États-Unis par la collecte de données qu'elle effectue sur ses utilisateurs. Là encore, l'homme d'affaires Trump est toujours prêt à négocier, puisqu'il a annoncé suspendre la mesure d'interdiction de TikTok en échange de l'acquisition à 50% par des fonds américains de l'entreprise qui exploitera le réseau social sur le sol américain. Si l'Union européenne n'a pas encore été visée par de nouvelles taxes douanières, cela ne devrait pas tarder. Trump veut mettre à mal l'unité des pays membres dans l'optique de négocier au cas par cas avec chacun d'eux afin d'avoir un rapport de force nettement en sa faveur. Il utilise la même méthode afin de pousser les pays de l'OTAN à augmenter leurs contributions financières. De ce point de vue, il profite de la menace de l'impérialisme russe pour mettre les pays d'Europe de l'Est au pied du mur. S'ils veulent disposer de la protection américaine, ils devront mettre la main au portefeuille et notamment s'équiper avec du matériel militaire américain. Durant la campagne présidentielle, il a maintes fois répété qu'une fois élu, il mettrait fin au conflit ukrainien en moins de 24 heures. Il était évident que ces fanfaronnades étaient peu réalistes, mais il n'en reste pas moins que s'il obtient un accord de cessez-le-feu dans ce conflit, il remporterait une victoire symbolique importante. Après avoir rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il a conditionné la poursuite des aides américaines à des droits d'exploitation accordés notamment sur les gisements de terres rares, ces métaux précieux indispensables pour les multinationales du secteur de la technologie. Devant cette menace d'un retrait des financements américains, Zelensky pourrait être contraint de faire des concessions qu'il n'était jusque-là absolument pas disposé à faire, comme par exemple la reconnaissance de l'annexion de la Crimée ou encore un nouveau statut promulgué pour les régions du Donbass limitrophes de la Russie. Après les années Bush et Obama, incarnées par les interventions militaires américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie,
Trump veut résolument se désengager du Moyen-Orient et espère ainsi stabiliser la situation dans la région après 2 décennies de guerre. Pour cela, il compte s'appuyer sur les 2 alliés historiques des Américains dans la région, Israël et l'Arabie Saoudite. Le rapprochement entre les 2 pays est le principal succès diplomatique qu'il compte obtenir durant ce mandat. Il avait déjà réussi, durant son premier mandat, à normaliser les relations de l'État hébreu avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc par la signature des accords d'Abraham. De plus, la chute de Bachar al-Assad rebat considérablement les cartes, puisqu'elle porte un coup significatif à l'influence de l'Iran dans la région. Cependant, le conflit consécutif au 7 octobre, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban, a nettement changé la donne, puisque le génocide en cours de la population palestinienne et les menaces de déportation rendent impossible pour l'Arabie Saoudite tout rapprochement à court ou moyen terme. Face à cela, une réaction aura nécessairement lieu, mais il a déjà montré sa détermination à passer outre toute règle de droit afin de briser la résistance qu'il rencontrera. Si lui ne reculera probablement pas, il faudra nécessairement des mobilisations militantes massives afin de pousser les soutiens dont il a besoin, notamment au sein du Parti républicain, et qui ne souhaite pas que le chaos s'installe, à le freiner dans ses ardeurs. D'autre part, la guerre commerciale qu'il livre avec le reste du monde est une arme à double tranchant. Si celle-ci devrait être efficace pour pousser à des concessions des pays dépendant économiquement de leurs exportations vers les États-Unis, elle peut s'avérer désastreuse pour l'économie américaine si, par exemple, la Chine et l'Union européenne venaient à lui tenir tête. Dans le cas de la Chine, un grand nombre de produits actuellement importés verraient leur prix grimper en flèche, ce qui entraînerait une inflation non négligeable. Pour l'Union européenne, une perte significative de parts de marché dans un espace économique à fort pouvoir d'achat affecterait durement bon nombre d'entreprises américaines. Il se pourrait alors, si cette situation venait à durer, qu'une partie de la classe capitaliste américaine se retourne contre lui.